C'est vraiment le dossier qui a soulevé les passions toute la semaine. Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a présenté ses excuses ce matin, des excuses par écrit pour son message de condoléances en anglais seulement. Il se dit profondément attristé que son incapacité à s'exprimer en français, ça ait dévié l'attention du deuil des familles des deux pilotes qui ont perdu la vie dimanche soir. Est-ce que ce sera suffisant? En tout cas, le commissariat aux langues officielles a reçu jusqu'à maintenant plus de 1600 plaintes. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale à Québec a adopté une motion demandant deux choses: le départ de Michael Rousseau et on exige que le futur grand patron d'Air Canada soit bilingue. J'ai hâte de les entendre sur ce dossier chaud. Carl Bélanger, Amanda Simard, Émilie Foster, bonsoir. 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 Avant de lancer la discussion, je veux qu'on entende le directeur d'une école de langue qui était avec nous hier soir qui dit, après plus de 300 heures de cours de français comme M. Rousseau a suivi, s'il est incapable de lire une seule phrase, c'est probablement parce qu'il n'en voit pas l'utilité. Je pense que c'est réellement une question de volonté. M. Rousseau peut apprendre le français. Probablement qu'il ne le trouve pas pertinent. Et il y a peut-être un blocage qui se fait à ce niveau. Alors, vous avez pensé quoi de tout ça, Amanda? Je commence avec vous. Je sais que le dossier de la francophonie vous tient particulièrement à cœur. Absolument, et je suis complètement d'accord avec l'expert qui nous parle parce que moi, je pense, dès 2021, lorsqu'il a été nommé, et il a fait le commentaire là, que ça faisait 20 ans qu'il vivait à Montréal et sa famille parle français et lui, il ne voyait pas l'utilité, qu'il a été capable de se débrouiller. Ça, pour moi, c'était ma conclusion, que ce n'est pas quelqu'un qui voit l'utilité de parler en français. Mais là, je pensais qu'en devenant le PDG d'Air Canada, qui... sous la loi sur les services en français, non, c'est la loi sur les langues officielles au Canada, ça c'est en Ontario, qui a un mandat quand même d'avoir les services en français. Je pensais peut-être qu'il pourrait apprendre une ligne ou deux, une phrase ou deux. C'est vraiment incroyable parce que quand même, c'est quelqu'un qui fait 12 millions de dollars par année, qui a toutes les ressources, les tuteurs privés, et qui a s'il dit qu'il n'a pas la capacité, là, ça, c'est encore pire parce que ça nous dit c'est qui, quel genre de personne et pourquoi cette personne-là est dans ce poste-là, pas capable d'apprendre des nouvelles choses. Et ça fait partie de son mandat. Donc, pour moi, je pense que c'est exactement ça. Il ne veut tout simplement pas. Il s'en fiche complètement. Et c'est quoi les conséquences? Il n'y en a pas de conséquences. Au Canada, le marché est très concentré. Il n'y a presque pas de compétition. Qu'est-ce qu'on va faire? Boycotter Air Canada? On ne peut pas. C'est pas pratique. Ouais. Donc, il n'y a vraiment pas de conséquences. Et là, il va se faire convoquer, M. Rousseau, à nouveau devant le comité des langues officielles. Mais Émilie, il n'y a pas beaucoup de levier. Est-ce qu'on va reparler encore de ça pendant longtemps ou la tempête va s'éteindre d'elle-même un peu? La grande question, c'est de savoir ce que le CA d'Air Canada fera. Et malheureusement, il y a 2 Québécois sur le CA. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont l'air un peu imperméables à tout ce débat sur les langues qui fait rage présentement. Mais manifestement, il y a un problème de gouvernance, là, parce que cette compagnie-là, elle est assujettie à la loi sur les langues officielles, comme Amanda l'a si bien dit. Et là, il y a le dirigeant qui, lui, n'est même pas capable de lire. On ne parle même pas de parler le français. On parle de lire 3 ou 4 phrases sur un téléprompteur qui est devant lui pour faire une vidéo pour adresser ses sympathies à un pilote francophone qui est décédé dans une tragédie. Il y a quelque chose qui ne marche pas si le CA n'est pas capable de voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, justement, là-dedans. Alors, à la toute fin, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va, à un moment donné, ça va s'éteindre tout seul. De toute évidence, ils ont l'intention de le conserver en poste. Mais moi, en ce qui me concerne, au moins le Québec a montré avec force sa position dans ce dossier-là. L'Assemblée nationale a adopté une motion pour qu'il quitte ses fonctions. Au moins, le Québec se tient debout à l'unanimité devant ça. Il met de la pression publique également. Est-ce que ça influencera le CA? J'en suis pas certaine, malheureusement. Oui, exactement. La suite des choses, Carl, est-ce que ça va continuer de faire du bruit, selon vous? Bien, certainement, au moins jusqu'à sa comparution devant le comité. La première fois qu'il a
comparu devant un tel comité, là, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Alors, on aurait pu croire qu'il aurait appris de cette erreur ou qu'à tout le moins, des gens autour de lui l'auraient préparé ou qu'à tout le moins, on aurait pris des décisions parce qu'on a une sensibilité politique et une connaissance des problèmes linguistiques et de la réputation d'Air Canada. Que ce soit la vice-présidente exécutive aux affaires publiques, un directeur des communications, un attaché de presse, peu importe, il y a sûrement quelqu'un quelque part dans la machine qui s'est dit « ça n'a pas de bon sens de faire ça en anglais seulement ». Si ce n'est pas le cas, il y a un problème plus grave que celui de gouvernance. C'est un problème de culture au sein d'Air Canada. Et malheureusement, c'est encore une fois le français qui paye le prix de ça. Il n'y a pas de situation, de scénario dans l'histoire d'Air Canada où on verrait un PDG francophone unilingue qui irait faire une genre de déclaration comme ça, peu importe les circonstances, en français seulement. Ça n'arriverait jamais. Et il est là le problème. Oui, exactement. En tout cas, on verra bien. Comparution d'ici le 1er mai. Alors, ce sera dans les prochaines semaines, assurément, qu'on verra M. Rousseau à Ottawa. Un peu sur le même thème, je vais vous entendre sur ce que nos collègues Laurence Martin et Yasmine Mehdi nous apprenaient hier que Mark Carney, le premier ministre, n'a pas de rédacteur de discours francophone avec lui. Un contraste par rapport à l'ère Justin Trudeau et l'ère Stephen Harper, qui tous deux avaient des francophones dans leur équipe. Évidemment, M. Carney parle français durant ses allocutions. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ça, Amanda? Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Mais j'espère que c'est temporaire parce que je pense que c'est extrêmement important d'avoir le plus de francophones possible dans le bureau du premier ministre. Et je parle de francophones, mais je parle des gens qui comprennent aussi les nuances et l'historique, les contextes. Pas simplement quelqu'un qui parle français. Ça, c'est très, très important. Je pense qu'il y a une distinction. Je pense qu'il y a des gens qui sont francophones de langue maternelle au bureau du premier ministre, mais ça prend un rédacteur. Et peut-être que c'était ça qui s'est passé avec les plaines d'Abraham, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui manque là, certainement, et j'espère que c'est temporaire. Oui, cette sensibilité-là, peut-être, Émilie, qui ferait peut-être une différence? Cette sensibilité-là, elle est essentielle en politique parce qu'il faut comprendre le contexte, la culture, les valeurs qui tiennent à cœur la communauté francophone au pays et le Québec, naturellement, majoritairement, mais aussi le reste des francophones. Donc, un rédacteur de discours, c'est pas simplement un traducteur. Hein? On dit qu'il y a des traducteurs au bureau du premier ministre, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle d'un rédacteur de discours en français qui pourrait avoir cette sensibilité. Et je pense que c'est une question de respect fondamental. Et il faut que le premier ministre ait un devoir d'exemplarité à ce titre-là. Moi, j'espère aussi, comme Amanda, que ce sera temporaire comme situation et que bientôt, on entendra parler qu'il y a un rédacteur de discours en français qui a été engagé. Je l'espère, je ne peux pas croire. Là, je pense qu'ils ont reçu le message 5 sur 5. Tous les médias en parlent depuis 2 jours. Alors, souhaitons-le parce que ça prend absolument ça. Le Canada est un pays bilingue. Il a 2 langues officielles et c'est important que le premier ministre montre l'exemple et ait un rédacteur de discours en français. Et apparemment qu'on en cherche un, justement, c'est qu'on ne l'a pas trouvé, la perle rare. Carl, vous pensez quoi de tout ça? Bien, ça démontre qu'à Ottawa, encore une fois, il y a 2 langues officielles, l'anglais et l'anglais traduit. Alors, il y a une conception que si ça sonne français, les gens vont comprendre, sauf que la rédaction de discours, et moi j'en ai fait dans ma carrière, Mathieu, c'est un art, c'est quelque chose qu'on doit peaufiner avec la personne qui doit livrer les mots d'ailleurs, parce que traduire et écrire, rédiger, c'est pas la même chose du tout. Et là, on s'en va dans une année peut-être référendaire au Québec, avec un premier ministre qui ne vient pas du Québec et qui autour de lui a quelques Québécois bien sûr, mais personne qui écrit pour lui en français. C'est inconcevable et ça va mener à d'autres gaffes, comme on a vu au fameux discours des plaines d'Abraham qu'Amanda mentionnait un peu plus tôt. Je me fie sur mes collègues pour surveiller tout ça. On aura certainement la nouvelle quand il y aura ou pas un francophone dans l'équipe de Mark Carney. On s'arrête au retour. On va faire le point sur 2 courses à la direction qui achèvent, celle à la Coalition Avenir Québec et celle au NPD. C'est le 12 avril qu'on saura qui de Christine Fréchette ou de Bernard Drainville deviendra chef de la Coalition Avenir Québec et par le fait même premier ministre du Québec. Le 2e et dernier débat dans cette course à la direction aura lieu samedi. Tour de table, vous vous attendez à quoi comme fin de course, Émilie? Une course plus serrée que ce que les médias annoncent. À l'interne,
après le premier débat, je pense que Bernard Drinville a remonté là, de ce que je peux vous dire des téléphones que j'ai faits cette semaine. Oui, il l'a bien fait selon plusieurs. Ah oui, absolument. Il a eu une très bonne communication. Il a bien livré. Il n'a pas été trop condescendant, trop agressif. C'est un peu ça que son camp, des fois, avait un peu peur. Mais non, il a très bien livré à la toute fin. Donc, ce sera de voir. Hein, cette fois, les projecteurs seront braqués sur Christine Fréchette. Justement parce que, bon, ses idées étaient bonnes, mais à la toute fin, elle a moins bien communiqué. On a vu apparaître des faiblesses sur ce plan-là, peut-être moins bonne débatteuse. Donc, je pense que tous les projecteurs seront braqués sur elle, à savoir si elle a été mieux coachée cette semaine. Mais ceci dit, elle n'est pas en reste. Elle n'a quand même pas mal fait. C'est juste que devant un Bernard Drinville très débatteur, elle a paru un petit peu plus beige. Mais à la toute fin, elle reste quand même en tête dans cette course. Mais j'ai l'impression que ce sera une fin de course plus serrée que ce qu'en disent les médias, définitivement. Un choix intéressant, en tout cas, pour les militants de la CAQ, Carl. Oui, bien, il y a un choix. La réalité, c'est ça. C'est un choix binaire. Alors, on aime ou on n'aime pas l'un ou l'autre. Et par défaut, on va vers l'autre. Il n'y a pas de troisième, quatrième, cinquième candidat. Donc, ça rend les décisions plus faciles, mais ça rend aussi les transferts plus directs. Et c'est là le problème pour Mme Fréchette, c'est qu'elle ne connaît pas une bonne fin de campagne. Bernard Drinville, lui, n'a rien à perdre. Alors, ses attaques semblent porter, il lance des idées qui semblent plaire. Est-ce que c'est suffisant pour rattraper le retard? Parce que retard, il y avait au niveau des appuis, le nombre de députés, dans l'opinion publique également. On verra bien, mais ça rend la course plus intéressante qu'on ne l'aurait cru au début, où on semblait donner Bernard Drinville pour battu. Alors, ce n'est pas le cas, mais quand même, les indicateurs qu'on a donnent toujours Christine Fréchette en avance. Mais c'est ça. Peut-être que la marge se rétrécit. Effectivement, il reste encore, 2-3 semaines, Amanda? Oui, je pense que la CAQ, en ce moment, ils doivent se compter chanceux de même avoir des projecteurs braqués sur eux parce que c'est comme si la population était complètement déconnectée et c'est difficile de garder l'attention lorsque les gens ne font plus confiance à un tel parti. Donc, je pense que même après que la personne, on déclare c'est qui le ou la chef, ça va être difficile de quand même avoir l'attention des Québécois pour présenter leur plan. Parce que oui, c'est beau les débats, les médias sont là, on couvre, mais après ça, il faut qu'il y ait un intérêt dans la CAQ et on ne le voit pas en ce moment. Parlant de parti qui n'a pas beaucoup de projecteurs en ce moment, Carl, vous le savez très bien, le NPD, course à la direction, qui, elle, se termine en fin de semaine. Là, on va savoir dimanche qui sera le ou la chef du NPD. 5 candidats, on va vous les montrer, des gens tous à peu près inconnus du grand public. Est-ce que c'est un nouveau départ, Carl, ou c'est un moment tournant, en tout cas, pour le parti? Bien, c'est important d'avoir un chef en place pour essayer de reconstruire, bien sûr. Alors oui, c'est un tournant. Maintenant, la question, c'est combien de temps durera cette traversée du désert? Alors, on sait qu'elle durera plus longtemps que prévu parce que le gouvernement minoritaire de Mark Carney est à la veille de tomber majoritaire. Donc, au lieu d'1 an et demi, 2 ans, là, on se retrouve sur un horizon de 3 ans et demi. Ça complique les choses, mais ça donne aussi du temps au NPD pour remonter la pente, pour au chef de se promener à travers le pays. Contraste intéressant parce qu'on vient de parler de la CAQ. La CAQ, on a vendu à peu près 5000 cartes de membres du côté des 2 candidats. Du côté du NPD, on en a vendu 40 000. L'échelle n'est pas la même, mais il y a quand même un enthousiasme au sein des néo-démocrates. Est-ce que ça va se transmettre ailleurs dans la population? Ça reste à voir, mais ceux qui pensent que le parti est mort et enterré, quand on vend 40 000 cartes de membres, c'est quand même pas rien. Oui, non, exact. On a souvent dit ça d'autres partis, que c'était la fin, et c'est jamais tout à fait la fin, Émilie. Non, c'est jamais la fin. Surtout que pour la gauche, je pense qu'on est dans un cycle qui est à la baisse pour les partis de gauche en général. Je donne l'exemple du Québec. Québec solidaire aussi est en difficulté au Québec, donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais ce sont des vagues et à un certain moment, probablement que la gauche va reprendre du poil d'abête, comme on dit. Il y a une place pour une gauche travailliste, je le dis tout le temps et je le redis, donc une gauche qui s'occupe des travailleurs, de leurs préoccupations, eux qui sont très concernés par le coût de la vie notamment. Alors, il y a une place pour cette gauche-là et le NPD peut tout à fait l'incarner. Il reste à voir qui sera élu
parce que, bon, personne ne maîtrise bien parfaitement le français là-dedans. Ce sera difficile au Québec. Mais du reste, il y a quand même des bons candidats en liste, même s'il n'y a pas de vedette. Hein? Et un chef peut toujours se révéler. Pensez à Paul Saint-Pierre Plamondon au Québec. On ne le connaissait pas lorsqu'il a été élu. Et maintenant, il trône dans le haut des sondages depuis 2 ans. Donc, ce sera probablement quelqu'un qui se révélera dans les prochaines années, mais c'est important que le NPD ait un chef. Ça, c'est important. Du temps aussi pour se rebâtir. Comme le disait Carl, le mot de la fin en quelques secondes, Amanda, sur le NPD. Oui, ils font face à un défi énorme et c'est un électorat de plus en plus complexe. Donc, ils ont complètement perdu la classe ouvrière. Windsor, Hamilton, c'est des bastions NPD, ils ont perdu ça. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Et comme Émilie le disait, la gauche au centre-ville, c'est pas la même chose que la gauche dans le nord de l'Ontario. Alors, ça, c'est très complexe et ça va prendre beaucoup de travail pour reconstruire. Alors, la chef du NPD, on le rappelle, ce sera dimanche. Carl, Amanda, Émilie, merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Merci. Merci. Au revoir.